Les métaphores, donc là, on a parlé donc des blagues et citations. Maintenant, on va parler des histoires et contes métaphoriques. OK? Les histoires et les contes métaphoriques, c'est des métaphores fermées. Ce sont des métaphores fermées. Donc, on va raconter une histoire à la personne qu'on accompagne. OK? Là-dedans, on va avoir plein de choses différentes. On va avoir d'abord les anecdotes. Moi, j'aime bien les anecdotes. C'est la première porte d'entrée, on va dire, des histoires métaphoriques, c'est l'anecdote. Ça, l'anecdote, elle se distingue du reste dans la mesure où elle va se faire en pleine conscience pendant la phase, enfin, avant le travail sous hypnose, en fait. Donc, pendant l'anamnèse, par exemple. D'accord? Donc, c'est vraiment un peu à l'image de la blague. C'est le truc qu'on va glisser comme ça en passant. Donc, moi, personnellement, c'est plus facile de glisser une anecdote que de glisser une blague, en ce qui me concerne. Même si ça me demande toujours un peu de me forcer à sortir du gousset. Oh, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais blablabla. Voilà. Parce que ce qui va être intéressant, c'est vraiment de donner l'impression de raconter un truc qui vous passe par la tête, comme si ça n'avait aucun lien avec ce que vous raconte la personne. C'est-à-dire que plus le procédé est invisible, plus ce sera efficace. OK? Erikson, il était super connu pour ça. Et d'ailleurs, pour ennuyer les gens avec des histoires personnelles à rallonge. Il racontait tout un tas de trucs qui étaient soi-disant de son histoire à lui, ce qui n'était pas forcément le cas. Et puis, voilà, il noyait un peu les gens là-dedans, leur racontait des trucs sans aucun intérêt. Enfin, sans aucun intérêt. La personne pensait que c'était sans aucun intérêt. Elle se sentait absolument pas concernée par ça. C'est un peu le thérapeute qui part dans son délire perso, quoi. Alors, voilà, moi je trouve qu'il faut jouer, faut quand même jauger pour que la personne ne reparte pas en disant non mais l'autre elle m'a parlé de sa life pendant 2 heures. Voilà. Mais il y a des petites choses qu'on peut glisser quand même et qui vont être vachement intéressantes. Donc Erikson, c'était ça, des histoires personnelles à rallonge qui étaient en fait des anecdotes métaphoriques qui étaient vraiment efficaces. Après, vu l'aura de Milton Erickson, je pense que le simple fait d'aller le voir avait déjà un impact quand même extrêmement important sur le résultat. C'est toujours pareil. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la séance en tant que telle. Hein. Moi, ça, je n'y crois pas. La même méthode appliquée par quelqu'un d'autre qui n'a pas la même renommée n'aura sans doute pas le même impact non plus. Donc, pour construire une histoire métaphorique et une anecdote qui va fonctionner, on va d'abord chercher les causes possibles de la difficulté de la personne et on va commencer à identifier des solutions pour y remédier. D'accord? Donc ça va être vraiment à chaque fois ça. J'identifie, je cherche les causes possibles et j'identifie les solutions. Par exemple, une personne vient vous voir parce qu'elle a des crises d'angoisse. Elle est en train de monter son entreprise, elle se sent submergée par tout ce qu'il y a à faire, sans compter l'insécurité de se lancer dans une telle aventure. J'ai pris des exemples que j'ai eus en cabinet en me disant, voilà, situation concrète, voilà moi ce que j'ai fait du coup. Donc, elle m'explique ça, les causes, solutions possibles identifiées. La crise d'angoisse, c'est quoi? C'est le rythme cardiaque qui s'emballe et elle a du mal à respirer. La solution, c'est de retrouver son calme intérieur. Une autre cause solution possible, elle voit toutes les choses à faire, donc elle voit tout comme une montagne, et la solution, ce serait d'avancer pas à pas. Elle a peur de l'échec, et si elle se plante, j'ai quitté mon emploi de fonctionnaire, machin, et si en plus je me fous, je me mets dans le caca, comment je fais? Eh ben, une des solutions, c'est peut-être de renouer avec ses capacités d'adaptation. Parce qu'elle sait faire, enfin, en vrai. En vrai, elle a changé de voie plein de fois dans sa vie, elle a appris plein de choses dans sa vie, et donc elle sait faire. Elle a la sensation de tout porter, elle doit trouver des appuis. OK? Donc, voilà, moi, ce que j'avais identifié, alors c'est rigolo, c'est que je l'ai fait après l'identification, en vrai. C'est-à-dire que je l'ai fait pendant et après, j'ai pu regarder comment ça s'était construit. D'ailleurs, j'ai regardé comment c'était construit au moment de construire la formation elle-même. C'est ça qui était drôle. Mais
Du coup, histoire possible qu'on peut lui raconter en lien avec l'éco-solution. Alors, une histoire qui va répondre à la cause 1 et la cause 4. Son rythme cardiaque s'emballe, elle a du mal à respirer, elle doit retrouver le calme intérieur. Elle a la sensation de tout porter, elle doit trouver des appuis. D'accord? Là-dedans, dans ce que je vais pouvoir lui raconter, il va y avoir... voilà, moi, ce qui était venu, c'était de lui raconter comment font les baleines et les dauphins quand il y a une tempête. Ils plongent plus profondément qu'ils n'en ont l'habitude, là où l'eau est presque immobile, où les bruits sont atténués, où la lumière est tamisée. Et en ajoutant que lorsque la tempête, quand il y a une tempête qui vient de façon subite, ils sont parfois désorientés. Et alors, une fois dans le calme des eaux profondes, ils retrouvent leur sens de l'orientation, ils émettent des appels à leurs congénères, et ainsi ils se rassemblent à nouveau, ils remontent à la surface une fois la mer redevenue calme et tranquille. OK ? Donc ça, pour vous dire dans le contexte, cette histoire des baleines et des dauphins, je savais au téléphone pourquoi la personne venait, mais j'avais que des bribes. Et d'emblée, j'ai pensé aux cétacés. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne savais pas qu'ils plongeaient. Mais voilà, je ne sais pas. Bon, en voiture, en descendant au boulot, j'avais cette image-là. Je me suis dit, oh, tiens, je vais sûrement utiliser ça. Et j'ai émis l'hypothèse que sans doute, il sentait qu'il y avait des tempêtes qui arrivaient puis qui descendaient un peu plus profondément. Honnêtement, j'en avais aucune idée. Mais je me suis dit que ça me paraissait logique. Bon, j'ai vérifié, apparemment, c'est vrai. Bon, je me suis dit, OK, ça marche. Mais à la limite, j'aurais pu raconter une grosse connerie, on s'en fout. Hein. Tant que ça permet de conforter, de trouver la solution, de descendre à l'intérieur de soi, en fait, hein, parce que c'est ça que ça raconte, ça marche. Donc, voilà. Pour répondre à ces deux points-là, le rythme cardiaque qui s'emballe, le besoin de retrouver le calme, et puis la sensation de tout porter, de devoir trouver des appuis, il y avait cette histoire de dauphins-baleines qui à la fois descendent, et puis s'ils sont un peu perdus, ils appellent leurs congénères en émettant ces sons particuliers, et ils se retrouvent à nouveau en groupe et tout va bien. OK ? Pour répondre aux deux autres points, elle voit toutes les choses à faire, elle a peur de l'échec, donc elle doit avancer pas à pas et elle doit renouer avec ses capacités d'adaptation. Et ben moi, je vais parler du bébé de mes amis là, avec qui j'ai passé les dernières vacances, qui venait d'avoir 11 mois, qui a fait ses premiers mois pendant les vacances. Et c'était incroyable de le voir observer, de l'avoir observé, essayer encore de se lever, réussir à trouver l'équilibre dans le déséquilibre de la marche, parce que c'est quand même rigolo la marche, c'est quand même dingue en fait ce truc. La marche, c'est du déséquilibre permanent. Nous, on voit ça comme un équilibre, mais c'est toujours se mettre en déséquilibre pour avancer, c'est quand même fou. Et d'observer comment en quelques jours, un petit peut trouver vraiment des pas qui deviennent de plus en plus sûrs. Et lui dire que bah, ça, c'était aux dernières vacances, et je l'ai revu la semaine dernière. C'est incroyable, elle court déjà, quoi. Ça y est, elle est capable de courir. Et voilà, lui dire qu'en voyant cette petite fille, j'avais réalisé que c'était quand même incroyable l'apprentissage de la marche. Et qu'en plus, c'est un truc que personne ne peut nous enseigner. On ne peut pas nous dire, bah tiens, tu dis pas à ton bébé, alors il va falloir te lever, puis après tu vas déployer ta jambe. De toute façon, je ne saurais même pas expliquer comment je marche moi-même, ce qui est quand même totalement incroyable. Donc voilà le type d'anecdote. Ça va faire quoi ça? Elle aussi, hein, ma cliente, elle a appris à marcher un jour. Enfin bon, sauf si c'était un cul de jatte, je ne lui dirais pas ça. Mais sinon, a priori, elle a appris à marcher un jour et donc elle a appris à trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Donc là, ce que ça fait de lui raconter ça, c'est qu'elle renoue avec ses propres capacités d'adaptation, parce que même si je lui parle du bébé de mes amis, en fait, elle-même, elle s'est retrouvée dans cette situation-là, puisque c'est une humaine qui marche. Et il y a cette notion dans la marche d'avancer pas à pas, que la petite fille, elle s'est pas mise à courir tout de suite. Au début, c'était un peu, mais elle a fait ses premiers pas. Et ensuite, elle a trouvé vraiment l'élan pour pouvoir courir et trouver un équilibre parfait avec des pas vraiment assurés. OK ? Donc, voilà le genre de choses qu'on peut faire en anecdote. Je vais vous en présenter une autre. Ah oui, un truc qu'il est possible de faire, c'est quand vous avez des sujets un peu récurrents, des clients qui viennent pour des choses un peu récurrentes, des thématiques qui reviennent souvent, écrivez-en d'avance.
Vous prenez un temps et vous écrivez des anecdotes sur tel ou tel truc, telle ou telle chose, machin. Et là, c'est pareil, une fois que vous les avez, bah, c'est pas grave si vous ressortez les mêmes à 12 clients, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Tant que ça leur parle à eux. L'important, c'est ça, c'est que ça reste isomorphique, que ça leur parle, qu'ils soient vraiment concernés. Un autre exemple pour une personne qui veut arrêter de fumer et qui a des problèmes respiratoires. Voilà, moi, l'anecdote que j'ai racontée, c'est bah, l'année dernière, je suis partie en vacances dans le sud de la France. Je sais pas, on est après l'été ou je sais pas, vous êtes parti en vacances, je sais pas quoi, hop, ah oui, ah bah là je reviens de vacances, ah c'est marrant. Alors moi c'est l'année dernière, je suis partie dans le sud et l'endroit qu'on avait choisi était entouré de forêt. Sauf que malheureusement, il y avait eu un incendie peu de temps avant, un type qui avait jeté un mégot, enfin du moins c'est ce que pensent les pompiers. Je me suis baladée dans cet endroit, c'était horrible. Tout était noir, calciné, les arbustes, même la terre était toute noire. J'avais trouvé un gros rocher sur lequel m'asseoir et je m'étais posée là. Et à côté de moi, il y avait deux grands arbres, presque identiques, tout noirs. Le feu était déjà éteint, bien sûr, depuis plusieurs jours, mais il y avait même plus l'odeur de brûlé. Et j'avais eu une étrange sensation à être là, à y respirer cet air si pur, un air dégagé de toute pollution. C'était très silencieux, très calme. Ça m'avait fait la même sensation qu'à l'aube. Vous savez, là, ce moment avant le lever du jour, il y a comme un moment suspendu où tout est pour quelques minutes très silencieux. Et ce moment survient juste avant le lever du soleil et tout à coup, le jour se lève et la vie reprend ses droits. Et enfin bon, voilà. Et puis, j'ai eu envie d'y retourner. Et j'y étais la semaine dernière, là, justement, pendant que vous étiez en vacances, je ne sais pas où, là. Et j'ai retrouvé le même rocher. Et c'était incroyable parce que tout y était vert et plein de vie, comme si la nature s'était régénérée. Les deux grands arbres étaient recouverts de feuilles. Je les sentais presque respirer. Il y avait la vie partout, des animaux, des herbes, des fleurs et cette terre qui circule partout, comme activée. J'ai trouvé incroyable cette capacité de régénération. La nature est vraiment bien faite. En disant ça, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réactiver les possibilités de régénération des poumons, le fait que le feu s'en va, etc., etc. Là, ce que j'ai fait dans celui-là, c'est que celui-là, je l'ai écrit à l'avance. En fait, c'est parti d'une histoire que j'ai racontée de façon spontanée en séance. Et ensuite, je l'ai réécrite en me disant que ça pouvait me servir à d'autres occasions. Et du coup, j'ai pu y mettre du saupoudrage. Toutes les parties en gras, c'est du saupoudrage. Moi, personnellement, je suis incapable de faire du saupoudrage spontané. Je ne sais pas comment les gens font. Moi, je ne sais pas comment ils arrivent à raconter un truc et à avoir le deuxième niveau de langage en même temps. Personnellement, j'en suis totalement incapable. Pourtant, je suis multitâche dans ma tête, mais là, ça dépasse mes capacités. Et du coup, le fait de l'écrire permet ça. D'accord? Donc, ça peut permettre effectivement de faire du saupoudrage. Et ce type d'anecdote, là, je vous l'ai montré en tant qu'anecdote, mais vous pouvez également l'utiliser en histoire, en métaphore isomorphique. On y reviendra tout à l'heure là-dessus. Là, je vous l'ai mis comme ça, avec le saupoudrage, parce qu'on peut aussi l'utiliser en séance, dans la séance d'hypnose à proprement parler. D'accord ?